Une légende dit, si tu as aimé la vidéo et que tu lâches pas de pouce bleu, des fantômes viendront chez toi la nuit. Bonne vidéo. Situé à Louisville, dans l'état du Kentucky, le sanatorium de Waverly Hills domine les hauteurs de la région de par son allure inquiétante et impressionnante. Aujourd'hui, ce lieu est considéré comme un repère de phénomènes inexpliqués en tout genre. Le sanatorium a été pendant de nombreuses années un hôpital accueillant les malades de la tuberculose. Ses origines remontent à 1883, lorsque le major Thomas Haché fit l'acquisition d'un terrain situé au sommet d'une colline, où il installe sa demeure familiale. Afin de pourvoir à l'éducation de ses filles et pour pallier à la trop grande distance qui les sépare de l'établissement scolaire le plus proche, le majoré décide de construire une école sur ce nouveau site. Il engage une institutrice, Madame Lizzie Harris, qui choisit de baptiser l'endroit la Waverly School, école Waverly. Thomas conserve alors ce nom pour sa propriété qui devient alors Waverly Hills, dénomination qui sera par la suite conservée lors du rachat du site par la ville au début du XXe siècle. C'est en effet à cette époque qu'une épidémie de tuberculose se déclare en Europe et en Amérique du Nord. Afin d'être en mesure de traiter les premiers patients atteints de la maladie dans le comté de Jefferson, un premier bâtiment pour un futur sanatorium voit le jour en 1911 après 2 ans de travaux. Cette construction en bois répartie sur 2 étages peut alors accueillir jusqu'à 50 patients au stade initial de la maladie. La structure n'est composée que de quelques bâtiments administratifs, de quelques salles de traitement et d'une cuisine. Le sommet de la colline, éloigné des habitations les plus proches, offre un endroit parfaitement adapté pour ce nouvel hôpital afin de pouvoir limiter les risques de contagion. Mais la maladie gagnant du terrain, il devient urgent d'agrandir le site pour soigner les cas les plus avancés. De nouveaux travaux démarrent dès le milieu de l'année 1911 pour s'achever en décembre 1912. En attendant l'achèvement des nouveaux locaux, les patients sont logés dans des tentes provisoires. À cette nouvelle structure s'ajoute en 1916 un pavillon de 40 lits pour enfants, portant la capacité totale d'accueil à 130 malades. Mais en raison du manque de place toujours plus important et de l'aspect rudimentaire des structures en bois, des travaux d'agrandissement démarrent. En octobre 1926, a lieu l'inauguration d'un sanatorium de 5 étages pouvant accueillir plus de 400 patients. 478 malades y sont recensés pour la seule année 1932. Voyez la photo de la façade avec l'entrée du bâtiment à l'époque. On y trouve de nombreux tuberculeux habitant la région, puis plus tard quelques soldats de la Seconde Guerre mondiale rapatriés du front pour cause d'infection. Faute de moyens médicamenteux efficaces pour lutter contre la tuberculose pulmonaire, le sanatorium est cependant à la pointe en matière d'équipements destinés à améliorer le confort des malades. En plus des salles de soins et d'examen, le sanatorium se compose entre autres de magasins, d'une boulangerie, d'un salon de coiffure et d'un cabinet de dentiste. Des bâtiments annexes se trouvent situés de part et d'autre du bâtiment principal. Des solariums ouverts situés dans les différents étages permettent aux patients de bénéficier en toute saison d'un accès à l'air pur et au soleil dans un cadre de forêt environnante, conditions favorables au processus de guérison de la maladie. Des couvertures chauffantes et un traitement par héliothérapie à l'aide de lampes ultraviolets permettent d'offrir des soins similaires en cas de conditions climatiques défavorables. Le sanatorium bénéficie par ailleurs de ses propres élevages et cultures dans le cadre d'un régime alimentaire très strict destiné à compléter le traitement de la maladie. Des activités d'ergothérapie sont également proposées aux patients. Certains objets réalisés par les malades eux-mêmes ont ainsi permis de récolter des fonds nécessaires au bon fonctionnement du sanatorium ou pour aider à la recherche. Un accès à la radio est également proposé, ainsi que des promenades à cheval ou des projections de films. Toutes ces activités sont menées à bien grâce à un personnel médical qualifié, encadré jusqu'en 1931 par le docteur Oscar Miller, alors directeur médical de l'établissement. En même temps que le grand bâtiment principal, un tunnel est construit, reliant le sanatorium à l'extrémité de la colline sur laquelle il est situé. Enfoui à 160 mètres sous terre, ce tunnel surnommé le tunnel de la mort avait été initialement mis en place pour permettre au personnel de traverser la montagne en toute sécurité et de ravitailler l'hôpital grâce à un système de chariot monté sur rail. C'est au plus fort de l'épidémie que le tunnel se verra attribuer une fonction plus funeste, celle de transporter les corps des défunts en toute discrétion d'un bout à l'autre du site où un corbillard les attend. Le procédé n'avait pour seul but que de préserver les malades de la vue des victimes, pour les protéger de penser à la mort.
Voici les photos de l'intérieur et de la sortie extérieure du tunnel. L'hôpital fonctionnera au maximum de sa capacité jusqu'en 1943, année où la tuberculose commence à perdre du terrain grâce au progrès de la médecine. La présence d'un hôpital aussi grand ne se justifiant plus, une partie des patients est transférée à Hazelwood, un autre sanatorium de la région. Dès 1962, Waverly Hills devient un hôpital gériatrique qui fermera définitivement ses portes en 1981, suite à des rumeurs de mauvais traitements sur les patients. Après la fermeture définitive du sanatorium, le bâtiment passe entre les mains de différents propriétaires ayant chacun leur projet de reconversion pour le site. Il est alors question de transformer les vieux bâtiments en prisons de haute sécurité, en appartements ou en chapelles, théâtres et autres boutiques souvenirs. Le plus gros projet consiste en la construction de la plus grande statue du Christ au monde, en référence au modèle visible au sommet du mont Corcovado à Rio de Janeiro. Ces différents projets ont la plupart du temps avorté en raison d'un manque de moyens financiers. En 2001, la propriété est vendue au couple Mattingly, qui se lance alors dans un vaste chantier de rénovation. Car avec le temps et le vandalisme, le sanatorium est tombé dans un état d'abandon et de délabrement complet. Cela nécessitant des importants travaux de restauration. Le plus gros de ces travaux a lieu dans l'aile nord du bâtiment, qui a particulièrement souffert. Durant 4 ans, le chantier permet notamment de réduire les risques liés à l'amiante, de réparer la toiture, ou d'installer de nouvelles portes et fenêtres. Il convient aussi de nettoyer les nombreux débris et déchets qui jonchent le sol, et de déboiser la zone envahie par les arbres de la forêt environnante. Pour limiter les risques d'intrusion au sein de la propriété, un système de sécurité composé de caméras de surveillance et de gardiens est mis en place. Le dernier projet élaboré fin 2008 voudrait transformer l'ancien sanatorium en un hôtel 4 étoiles. Le site est par ailleurs ouvert au public par le biais de visites guidées payantes organisées sur réservation. L'hôpital est aujourd'hui vue arrière du bâtiment. Sur la photo, vous pouvez voir au-dessus que la structure centrale du bâtiment est surmontée de 4 gargouilles, dont voici la photo de l'une d'elles et d'une autre, plus grande. Il y en a plusieurs sur le site. On doit surtout la réputation de Waverly Hills aux rumeurs sur les faits étranges qui s'y seraient produits. Avec le temps, beaucoup de ces rumeurs ont été amplifiées, donnant lieu à toutes sortes d'histoires aussi diverses que fantaisistes. N'empêche, il s'y passait bien des choses peu recommandables. La première précision à apporter concerne le nombre de décès au sein du sanatorium. Si l'on en croit les données historiques officielles de la bibliothèque de Louisville, les chiffres réels furent très augmentés par la rumeur au fil des années. Bien qu'incomplètes, les archives mentionnant les chiffres indiquent que l'hôpital aurait enregistré son plus fort taux de mortalité avec 162 décès pour la seule année 1945. Les chiffres indiquent par ailleurs une moyenne de 106 décès par an, ce qui, même en le comparant avec le nombre le plus élevé, permet de trouver une valeur approximative d'environ 5512 décès, s'étalant sur les 52 ans de fonctionnement du sanatorium. Ce nombre nous permet raisonnablement d'établir une fourchette située entre 6000 et 8000 morts. Les chiffres exacts sont encore inconnus, mais ils nous montrent un taux de mortalité très largement inférieur aux idées reçues. Parmi les soins prodigués aux malades, certains étaient assez archaïques. C'est notamment le cas de pratiques chirurgicales telles que la thoracoplastie, qui fut utilisée par le corps médical. Cette méthode consiste à donner plus de place aux poumons pour respirer, en sectionnant soit une partie, soit toutes les côtes de la cage thoracique. La thoracoplastie, bien que radicale par son aspect, était considérée à l'époque comme étant une méthode parfaitement normale, utilisée seulement en dernier recours, quand aucun autre traitement ne se montrait efficace. Une intervention lourde pour les malades qui hélas bien souvent n'y survivaient pas, 95% environ y laissaient la vie. Pour ceux qui y survivaient, ils n'étaient pas ménagés et le personnel médical n'était pas forcément aux petits soins pour eux. Un des anciens malades du sanatorium raconta à Philippa Toriambous, le réalisateur du film That Tunnel, qui s'interrogeait les anciens malades encore en vie pour en savoir plus, que suite à cette intervention, il se réveilla sur une civière, sur un balcon, sous une couche de neige, car c'était l'hiver. Après l'intervention, il ne l'avait même pas mis dans une chambre au chaud. Incroyable. Mais on parle de beaucoup d'autres interventions qui n'avaient en fait aucune raison médicale. Comme celle qui consistait à pendre le corps d'un malade décédé au-dessus d'une grille d'égout et de lui ouvrir le ventre afin de le vider de tous les liquides. Des enquêteurs méticuleux, en se plongeant dans les comptes du sanatorium après sa fermeture,
découvrirent une chose assez cynique. C'est que lors de leur admission, il était facturé aux patients à leur arrivée le prix de l'évacuation de leur corps et de leur cercueil. Alors qu'ils entraient là pour y être soignés, l'administration de l'hôpital les considérait en fait comme des morts en sursis. On parle aussi d'une malade qui se serait pendue dans la cage d'escalier et que le personnel aurait laissé accrocher là durant toute une journée, la laissant à la vue de tous les pensionnaires au lieu de la décrocher tout de suite. Il est vrai que pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain ayant bien sûr un problème plus urgent à s'occuper, les inspections et la surveillance de ce qui se passait au sanatorium étaient devenues quasiment nulles. Et c'est durant cette période qu'il y a eu de nombreux faits qui ne sont pas tous connus, mais qui sont parfaitement anormaux. Il faut croire que le personnel se croyait tout permis, à cause de l'isolement, de la proximité avec les malades et de la notion de mort omniprésente. Parmi les nombreuses histoires liées au sanatorium, celle de la salle 502 figure parmi les plus connues. 2 infirmières se seraient donné la mort dans cette salle, située au 5e étage de l'établissement, et passeraient pour hanter les lieux. Les conditions réelles de ces prétendus décès se contredisent selon les différentes sources d'où elles proviennent, leur donnant une crédibilité incertaine, du fait de l'absence de documents officiels attestant les faits. Mais toujours est-il que de nombreuses personnes affirment avoir vu le fantôme d'une femme dans cette salle. Et ce fantôme fut même pris en photo, comme vous pouvez le voir, il était visible de l'extérieur par la fenêtre. On distingue la silhouette d'une femme avec un chemisier blanc et une robe foncée. De nombreux autres témoins affirmèrent avoir été en contact avec des événements surnaturels. Certains auraient senti une odeur de cuisine flotter dans l'air près de la cafétéria, d'autres auraient aperçu des spectres d'adultes ou d'enfants et auraient ressenti des sensations de présence. Parmi ces spectres, voilà la photo du fantôme d'un enfant, sans doute une petite fille. Ou encore cette autre photo de fantôme, sur laquelle on voit une jeune femme à la porte d'une des chambres. Suivi d'un petit agrandissement et de la photo du négatif. Pour ceux qui croiraient à un trucage, le spectre apparaît bien lui aussi sur le négatif. D'autres encore auraient perçu des voix provenant du tunnel de la mort, et ayant fait l'objet d'enregistrements. Sans parler du malaise et de la sensation très désagréable de tristesse, de solitude et de mort, qui s'y fait sentir. D'ailleurs, lors des repérages pour le tournage du film d'Atunnel de Philippa Toriambous, des photographies furent prises de la sortie du tunnel, située à l'extérieur. Sur l'une d'entre elles, le fantôme de ce qui ressemble à une petite fille était visible. Mais ce n'est pas la seule équipe de tournage qui vit des choses étranges. En 2008, lors du tournage d'un épisode de l'émission anglaise Most Wanted sur la propriété de Waverly Hills, l'équipe dit avoir été victime de divers phénomènes troublants au cours des 24 heures passées sur les lieux. Des phénomènes identiques furent ressentis également par la suite par de nombreux visiteurs et curieux. En conclusion, le sanatorium de Waverly Hills suscite encore aujourd'hui, bien des années après les faits qui s'y sont déroulés, un intérêt certain pour les amateurs de surnaturel. Alors qu'il était destiné à être un lieu de soins et de venir en aide aux malades, il restera encore longtemps synonyme de souffrance et de mort.